what's to come. Bonsoir à vous toutes et vous tous. Bonsoir, je vous invite à regagner vos sièges si vous êtes debout. Bonsoir et bienvenue à cette 9e édition de ma thèse en 180 secondes, finale EPFL. I'm Anne-Laure Ganac, I'm a French-speaking journalist, sometimes switching to English, as you can see, not just for fun, but because both languages will be used by the candidates tonight. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette soirée sera filmée. Vous pourrez la retrouver dès la semaine prochaine sur YouTube. Elle y restera à vie, donc vous pouvez vous la repasser les longues soirées d'hiver. Et puis, évidemment, je vous dis ça pour que vous éteigniez vos téléphones portables et que vous allumiez vos plus grands sourires. Je regarde, je vérifie si vous faites ce que je dis exactement. Voilà. Très bien, on va pouvoir commencer, on va pouvoir ouvrir cette soirée. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène le vice-président pour l'innovation et l'impact, le professeur Édouard Bugnon. Merci beaucoup. Bonsoir. Professeur Édouard Bugnon, qui s'y connaît en thèse en 180 secondes, donc j'imagine que c'était un petit peu plus long la présentation, à Stanford University, c'est ça? Oui, mais c'était il y a quelques années. Oui, bon, ça on ne compte pas. Et le thème, rappelez-nous, dites-nous. Alors, c'était Using Virtual Machine on Conventional Computer Architectures. OK, so, attention, le gong va partir, vous avez... Non, c'est pas vrai. On va vous épargner cela. Et donc, je vous laisse un petit peu la parole, nous donner votre... Merci beaucoup. Alors, au nom de l'EPFL, c'est un plaisir, un honneur d'ouvrir cette 9e édition de ma thèse en 180 secondes. Il faudra qu'on se mette d'accord si c'est 180 ou 180. C'est la 9e édition. La première était en 2015. Le Covid est passé par là. Vous pouvez faire le calcul. C'est une tradition à l'EPFL. C'est une innovation aussi de l'EPFL. Maintenant, il y a une finale EPFL, il y a aussi une finale nationale que l'on organise par rotation, quelquefois, tous les quelques années. C'est un événement qui est organisé par le service de promotion des sciences de l'EPFL, qui fait partie de la vice-présidence pour l'innovation et l'impact, parce que quelle est la meilleure manière de promouvoir les sciences et d'avoir de l'impact que de demander à nos jeunes chercheurs d'exprimer, de résumer leurs travaux de recherche extrêmement pointus, avec un objectif de toucher un public extrêmement large en 180 secondes. C'est quand même la meilleure manière que l'on a de pouvoir promouvoir les sciences. C'est aussi un exercice qui est compliqué. Je peux vous dire qu'en faculté informatique et communication, à la soirée de Noël, on donne des prix, et notamment le prix de la meilleure thèse de l'année pour le travail scientifique. Et le lauréat doit donner un résumé de sa thèse en 180 secondes, mais sans avoir le bénéfice d'avoir participé au workshop, au final, au préliminaire, qui en fait donne une certaine qualité dans le contenu. Donc on a un contenu assez variable à notre soirée de Noël. Ce soir, je suis convaincu que nous aurons un contenu qui sera d'une qualité uniforme, qui sera divertissant, intéressant, l'occasion d'apprendre, et puis l'occasion aussi pour moi de remercier notre jury qui est dédié. Je sais que certains sont membres du jury depuis ad vitam, ou depuis quelques années. Et je vous en remercie parce que c'est très important de souligner l'engagement des collègues du corps professoral de l'EPFL et de Bastien. Merci de donner une petite sanity check pour s'assurer qu'on ne soit pas dans notre tour d'ivoire, de façon à avoir le rendu le plus objectif et le plus divers possible sur cet événement. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. C'était donc le professeur Édouard Bugnon. Alors, comment est-ce que ça marche exactement? Eh bien, le titre, vous le savez, c'est ma thèse en 180 secondes, 180 secondes maintenant, je vais corriger. En 180 secondes, pas une seconde de plus. Donc, chaque doctorant, doctorante va devoir présenter sa thèse dans ce temps avec une seule slide, just one slide and 180 seconds. I don't know how you say autant in English, so I guess it's 180. Yeah, okay. Ce soir, nous avons 14 doctorants, doctorantes. Vous, public, pourrez voter pour votre candidat, candidate préférée, une ou deux
candidat ou candidate préféré à la fin des présentations. So you can vote for your favorite candidate at the end of the presentations. Pour cela, vous avez reçu un code à l'entrée avec 6 chiffres. Alors ne cherchez pas à le décoder. Je sais que vous êtes pas mal de geeks dans cette salle. Il n'y a pas de code secret. C'est vraiment uniquement pour voter. À la fin, on vous expliquera tout ça. Et donc, gardez précieusement ce petit papier avec ces 6 lettres. Ma thèse en 180 secondes, en 180 secondes, je ne sais pas si ça va rentrer, mais peut-être au bout d'un moment, c'est donc un concours. Ce qui dit concours dit jury. Let me introduce our jury tonight. La présidente du jury, professeur Guizou van der Goot, je vous remercie de vous lever pour que le public puisse vous voir. Professeure à la faculté SV, microbiologiste, cofondatrice de l'Institut d'infectiologie, passionnée par tout ce qui est cellules, membranes, organelles, etc. Quant aux membres du jury, toujours fidèles au poste, parfois leur titre évolue en revanche. Le provost de l'EPFL, professeur Ambrogio Fasoli. Professeur de la faculté SB, physicien, accro à la fusion, c'est le toqué du tokamak, c'est comme ça qu'on le surnomme parfois. Donnez-lui du feu, elle en fera de la douce lumière qui rendra vos vies plus saines. Professeur Marilyn Anderson. Professeur à l'ENAC dans le domaine des techniques de construction durable. Une nouvelle venue dans ce jury, professeur Enoch Yim. Professeur de la faculté STI, no fusion for her, rather water, I would say, as her thing is fluid dynamics and fluid stability's hydropower, right? On a le feu, on a l'eau, il nous fallait de l'air, alors je ne vais pas dire qu'il embrasse, pas du tout, mais il nous apporte des bouffées d'air frais régulièrement dans ses chroniques sur les antennes de la RTS, le journaliste scientifique Bastien Confineau. Et puis revenons sur Terre. Ce qui importe pour beaucoup d'entre vous, évidemment, c'est d'arriver à faire quelque chose avec vos travaux de recherche, concrètement de l'innovation, de la technologie, du business, quoi. Eh bien, ça, c'est le domaine de Mauro Latuada, qui est donc manager Tech Transfer. Alors, comment ces 6 personnes aussi brillantes que différentes vont-elles se mettre d'accord pour désigner la gagnante de ce concours? Pendant des siècles, elles se battaient à main nue dans des combats mortels. Et puis, nous avons finalement établi des règles. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Voilà, c'est le règlement aussi de ma thèse en 180 secondes, 180 secondes. So now, we have 3 main criteria. So the criteria, the first one is speakers, talent and engagement. Donc passionnez-nous, rendez-nous vos histoires d'infiltration cellulaire et de semi-conducteurs passionnantes, s'il vous plaît. Popularization, vos concepts et projets aussi très spécialistes doivent nous paraître limpides. Il faut vraiment nous donner l'impression d'être aussi intelligente que vous. C'est pour ça que je reviens, moi, chaque année, personnellement. Et le 3e critère, presentation structure, which means we have a beginning, an end et un milieu. On essaie de faire ça à peu près dans l'ordre, sans prendre trop de virages. But, well, why all these efforts? Because there are prizes to gain. I let you watch the prize. Premier prix du jury, 2e, 3e, et le prix du public que donc vous choisirez. A big thank to Garrett. Garrett is a company specialized in sustainable mobility and a good friend of us as it sponsors the prizes. Donc yes, please. Les 3 meilleures candidates et candidats de la soirée iront en finale suisse. Elle se tiendra à l'université de Neuchâtel le 22 mai prochain. Donc,
Comme nous l'avons dit, ce concours se tient en 180 secondes, pas une seconde de plus, mais encore faut-il avoir un chronomètre qui fonctionne pour que cela puisse être calculé. Does our timer work well tonight? Well, let's check right now. Donc, quand on vous appellera, chères candidates et chers candidats, vous viendrez ici, au milieu. You come right in the middle, so that the people can see you. And they can send tomatoes if they want. So you have to be in the center, the red. That's why it's red, you know. Okay. And then you will just have to wave. Donc vous faites un geste en haut et le chronomètre partira. On va faire un test. Regardez. 3, 2, 1. Je suis prête. En général, ça marche. Voilà. Voilà, et donc là, 3 minutes de silence, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. On va tout de suite... Voilà, vous voyez que ça fonctionne. C'est le même temps qui apparaît sur les 3 écrans, c'est merveilleux. Et puis au bout de 3 minutes, on entend ce bruit magnifique. Voilà, c'est le gong. Ce gong qui donc fonctionne, qui vous a réveillés tous et toutes. Donc maintenant, nous pouvons commencer. Nous allons commencer avec le premier candidat. Il s'agit de Sven Nagen Meyer. Sven Nagen Meyer, qui est donc venu avec quelques amis, c'est très bien. Voici le thème de sa thèse, développer des IA dans un environnement à faible disponibilité de données, le cas des documents grecs anciens, une thèse faite sous la direction du docteur Matteo Romanello et professeur Frédéric Kaplan au laboratoire des humanités digitales. Êtes-vous prêt, Sven? Oui. Eh bien, alors vous n'avez qu'à le signaler et c'est à vous. D'accord. Ça voulait dire c'est bon. Laissez-moi vous parler, pour résumer ma thèse, d'un principe que j'appelle loi de la mayonnaise. Ce principe établit que c'est la quantité qui garantit parfois le succès d'une idée. Pour battre une mayonnaise, c'est mathématique. Il vous faut des jaunes d'œufs en quantité critique. Sans ça, vous avez beau être un chef, amphitryon, vous allez simplement manquer votre émulsion. Pour l'IA, aujourd'hui, c'est pas très différent. Il vous faut une masse critique de données d'entraînement. Parce que, voyez-vous, plus un modèle est grand, plus il est performant, mais plus il est gourmand. Il lui faut des données en portions gargantuesques. Et si vous les avez, là, c'est Byzance, ou presque. Mais moi, je travaille sur le grec. Et plus précisément, sur le grec ancien. Et plus spécifiquement, sur une graphie complexe du dialecte attique, j'ai nommé, messieurs, dames, le grec polytechnique. Cette langue nous laisse un bouquet de savoir, de l'archéologie à la science et l'histoire. Elle nous laisse Sophocle, Homère et l'épopée, et tous les commentaires qu'ils nous ont inspirés. Alors, mon but, c'est d'entraîner des IA adaptés au traitement spécifique de ce genre de données, qui puissent les connecter, qui puissent les déchiffrer, qui puissent les regrouper en une base de données. Mais en gardant en tête cette limite infrangible qu'est la parcimonie des sources disponibles. En un mot, il faut faire une mayonnaise pour 9, mais avec, vous l'avez, un unique jaune d'œuf. Pour ça, 2 solutions se présentent aux chercheurs. La première, c'est d'aller chercher nos données ailleurs. On pourrait, par exemple, entraîner un modèle avec du grec moderne, ça, il y en a à l'appel, et transférer ensuite son savoir linguistique aux spécificités du grec polytechnique.
La deuxième solution pour gratter des données, c'est, si on peut, de les synthétiser. Quand ça nous est permis, on va donc générer des dizaines de millions d'Iliades et d'Odyssées. Et ce succès frappant des données de synthèse nous démontre la loi de la mayonnaise. C'est par la quantité que vient la qualité du modèle et par là de ma base de données. J'espère que c'était clair. Merci de votre attention. Je n'ai pas le temps, hélas, pour prendre des questions. Merci beaucoup. C'était Sven Najem Meyer. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième candidate. Il s'agit de Cassandre Contré. Bienvenue Cassandre. Voici le titre de votre thèse, Simulation rapide des profils radio et préparation de scénarios de décharge tokamak à l'aide du code Raptor. Et c'est une thèse faite sous la direction du professeur Olivier Sauter du Swiss Plasma Center. Est-ce que vous êtes prête, Cassandre? Oui. Alors, enjoy. On m'a demandé de vous présenter ma thèse en 180 secondes, mais comme c'est un petit peu barbant, je vais préférer vous parler d'un savant monsieur du 19e siècle qui s'appelle Augustin Mouchot. Alors Augustin n'apparaît dans aucun manuel d'histoire et pourtant c'est à lui qu'on attribue l'invention du premier moteur à énergie solaire. Le solaire, c'est hyper malin, parce qu'il faut savoir que chaque seconde, au cœur du Soleil, il y a des centaines de millions de tonnes d'atomes d'hydrogène qui fusionnent et qui répartissent à la surface de la Terre une énergie monstrueuse de l'ordre à peu près d'une bombe H. Le problème, c'est qu'on est au 19e siècle et tout le monde ne jure que par les énergies fossiles, et notamment le charbon. Ça doit vous rappeler quelque chose. Heureusement, donc Mouchot a un peu du mal à se faire entendre, mais heureusement, à 41 ans, il attire quand même l'attention de l'empereur français Napoléon III, qui l'invite auprès de sa cour pour faire une démonstration. Donc tout est prêt, il faut imaginer Mouchot qui essaye de calibrer les miroirs pour capter l'énergie solaire. Et là, devinez ce qui se passe, c'est le drame, il pleut. Tout le monde rentre chez soi, et Mouchot a raté une opportunité incroyable de prouver que son procédé fonctionne. Le truc, c'est que Mouchot, le pauvre, je pense qu'il est né à la mauvaise époque, parce que s'il avait été là aujourd'hui, il aurait vu qu'on a trouvé un petit peu mieux comme solution. Si je vous dis un soleil sur Terre, est-ce que ça vous parle? Bon, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de ma thèse, mais là, il faut absolument que je le fasse, parce que 100 millions de degrés, 10 fois la température du soleil, confinée à l'intérieur d'une cage électromagnétique qu'on appelle tokamak, contrôlée en temps réel par un ordinateur. Ce n'est pas de la science-fiction, il y en a même un prototype sur le campus de l'EPFL. Alors, pour contrôler en temps réel, il faut bien sûr prédire en temps réel ce qui se passe à l'intérieur du plasma. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a 10 000 fois plus de particules dans un réacteur qu'il n'y a de grains de sable à la surface de la Terre. Donc s'il fallait prédire exactement le comportement de chaque particule, ce serait impossible. Heureusement, on a des modèles mathématiques, des modèles physiques, et aussi quelques approximations qui nous permettent d'avoir des modèles rapides. Moi, j'utilise un code qui s'appelle Raptor dans ma thèse, qui, en quelques minutes, vous donne une prédiction de la densité et de la température qu'il va y avoir à l'intérieur du plasma, mais aussi qui estime ces profils à l'intérieur du plasma pendant la décharge. Ça permet, par exemple, de contrôler le plasma et d'éviter qu'il y ait un accident, une perte de confinement et que ça vienne endommager les parois de la machine. Avec de telles avancées, qui ont lieu dans le monde entier, un petit peu chaque jour, on espère qu'un jour on pourra réaliser le rêve de Mouchot, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir des mêmes réactions qui ont lieu au cœur du Soleil. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'était Cassandre Contré. Je laisse au jury quand même le temps de prendre quelques notes. Pendant ce temps-là, nous pouvons accueillir notre troisième candidate, Rebecca Smith. Rebecca, your thesis is Rethinking the Logic of Neurotransmitters, and you've worked on this thesis with Professor Brian McCabe from the Laboratory of Neural Genetics and Disease. Are you ready, Rebecca? Yeah. Great. Enjoy.
I'm a neuroscientist and I'm a rower. These two identities converge because in my thesis, I'm studying the cells in our spinal cord that allow us to make movements. I work in a lab, and I really have two parts to my job. The first is I take fruit flies and I manipulate their DNA so that different parts of their spinal cord glow. And second, I take these fruit flies, as well as tiny, tiny scissors, I put them under a microscope, I take out the spinal cords, and I take pictures of these glowing parts. Now, the cells that I'm interested in are really big, and they go all the way from a spinal cord to a muscle. And in a fruit fly, this is about half a centimeter long, but in a human, these same cells are over a meter long. And the reason why they have to be so big is because they're relaying a signal from our brain to our muscle to be able to make a movement. And that's really their job. It's like a relay race. Our brain thinks, okay, I want to make this movement. These cells say, go, 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 and then our muscle moves. And for years, we thought it was this simple. We thought this was the only signal these cells could make. But in my PhD, we've seen that actually they can send other types of signals as well. And these other signals, they're not saying go, go, go. Instead, they're saying, shh, quiet, stop. And they're saying this to surrounding cells that are projecting to other muscles. And this is actually quite genius of them, because if you think about the way we move, it usually comes in pairs. So if I want to move my bicep, my tricep has to be relaxed. So it's quite clever of the cell going to my bicep that's saying, go, 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 bicep, to say, shh, stop, rest, to my tricep. And we think this allows us to make more complicated movements. I mean, think of a rowing stroke. So many muscles have to be coordinated at the same time. And if we're even a millimeter off the movement we want to make, the boat becomes unbalanced, and we lose all of our speed. But instead, we can be quite precise. And when we're precise, it's like the boat's flying. Now, let's zoom out even more, because this has more importance. There's many diseases that our spinal cord can get. And at the moment, the therapeutic options are really focused on the go signal. But now we know there's a different signal. This is also my advertisement for fundamental research, by the way. Now that we know that there's twice as many signals, we have more therapeutic opportunities that we could possibly try to cure these types of diseases with. I hope I'll be able to row well into the future, but if I can't and my spine gets sick, then hopefully I'll be able to get back to a boat sooner now that we know more about the spinal cord. Thank you very much for your attention, and to the organizers. Thank you. Thank you. Thank you. So it was Rebecca Smith. And now we're happy to welcome Tom Nellis, our fourth candidate. Here is the title of your thesis, Green Chemistry, Renewability as a Means for Safer Chemicals. Yes. This is done under the direction of Professor Jeremy Lauterbacher from the Laboratory of Sustainable and Catalytic Processes. Right. Correct. Are you okay, Tom? Perfect. Okay, ready to go? No, I'm trying to take some time because I see the jury is still writing on for the last candidate. Everything's okay? Perfect. Yeah, good. Yeah. Nothing. You want to drink something? Yeah, No, I'm it's okay. it, Okay. It's really good. So now you can go. Thank you very much. Did you know that an innocent-looking cash receipt has a coating loaded with bisphenol A, in short BPA, a small toxic chemical? This is thermal paper, and it's everywhere. Barcodes, boarding passes, even ultrasound images of babies. Thermal printers don't use ink, but heat, locally triggering a chemical reaction with BPA, generating a colorful dye. But why BPA? Well, it's a colorless solid, creating a good contrast, and for most, it's cheap. But every time we're touching these papers, BPA is penetrating our skin. When we eat, we consume the BPA that leached from the label through the plastic into our food, disrupting our hormone balance, causing cancer and other health issues. Recently, some papers carry this BPA-free label.
In reality, industry has replaced it for very similar chemicals such as BPS or BPF, which have been shown to be at least as toxic, but they're just not subject to the same regulations. Yet, in my research, I aim to reduce exposure to such toxins by designing safer alternatives, and for this I start from a renewable raw material, plant waste. Like wood, for instance. Wood mainly consists out of 3 biopolymers, which are long chains of building blocks, like wagons in a train. As you can imagine, in plants, these 3 chains are deeply intertwined, making it difficult for us to separate them. Our lab has developed a technology that can do just that, while keeping each chain intact. Think like a chef, perfectly separating an egg's yolk, white, and shell, allowing each fraction to be fully characterized and valorized in different recipes. For thermal paper specifically, it appears that the yolk, in plants we call this chain lignin, has fragments that really look alike this BPA chemical. So what if we could replace a small toxic compound with a natural chain that is too large to penetrate our skin or go into our food in the first place? Well, as you can see, it actually works. Currently, we're optimizing the recipe in order to increase the background contrast, but even though these papers could be having a slightly woody-ish background color, knowing this is safe and sustainable, wouldn't you buy it? We're exposed to too many hazardous chemicals. In my PhD, I show that by controlling the chemistry in plants, renewability can not only be a goal, but also a means for the design of safer chemicals. Thank you. Thank you. Ça ne fonctionne pas à l'applaudimètre, hein, je vous le dis, hein, mais c'est bien d'encourager et de soutenir, absolument. So now, our 5th candidate. Please welcome Noémie Janin. Is it okay for the jury? Yeah? Okay. Noémie Janin, voici le titre de votre thèse, une approche géographique pour quantifier le potentiel des véhicules électriques en tant que moyen de flexibilité pour la production d'électricité photovoltaïque. Et voilà, les 180 secondes sont passées. Je suis désolée. Non. Vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de dire le titre de votre thèse dans ces 180 secondes. C'est une thèse que vous avez faite sous la direction du professeur Nicolas Wirsch et professeur Christophe Balif du laboratoire de photovoltaïque et couche mince électronique. Oui. Ça va, vous êtes prête, Noémie? Oui. Alors, savourez ce moment, il est à vous. C'était quand la dernière fois que vous êtes monté dans une voiture? Moi, c'était la semaine dernière pour me rendre chez mes parents depuis la gare. J'aurais pu y aller à pied, mais ça m'aurait pris 2 bonnes heures. Une voiture émet en moyenne 2 tonnes de CO2 par année. Donc les voitures, ce sont des poids lourds dans notre empreinte carbone. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de s'en passer. Alors on peut commencer par libérer nos voitures de leur addiction au pétrole. Pour cela, la solution la plus prometteuse est d'adopter des véhicules électriques. Oui, mais cela implique de produire plus d'électricité, et de l'électricité décarbonée qui plus est. Pour cela, le plus rapide à installer, ce sont les énergies renouvelables, mais elles ne produisent pas en continu. Par exemple, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, et que vous voulez utiliser leur production après le coucher du soleil, vous devez les stocker dans des batteries. Et c'est là qu'interviennent à nouveau les voitures. Quand vous voyez une voiture électrique, moi, je vois surtout une batterie avec des roues. On peut alors utiliser les batteries des voitures pour stocker la production solaire pendant la journée, puis décharger les batteries des voitures dans le réseau ou la maison le soir quand on a le plus besoin d'électricité. Le but de ma thèse est de savoir combien d'électricité solaire on pourrait stocker dans les voitures en Europe. Pour cela, je développe une sorte de Google Maps de la transition énergétique. Je cartographie les potentiels de production solaire et les besoins de recharge des véhicules électriques à travers l'Europe. Pour commencer, je dois savoir combien de kilomètres parcourent les voitures pendant la journée. Pour cela, j'utilise un modèle de type gravité. Oui, la gravité qui fait tomber les pommes des arbres. Mais là, pensez plutôt à 2 planètes.
Plus la masse d'une planète est élevée, plus elle sera attractive pour les autres. Et plus elle est loin, moins elle le sera. On peut appliquer ce modèle au déplacement des individus. Plus une commune est peuplée, plus elle sera attractive pour les voitures. Et plus elle est loin, moins elle le sera. Si on applique ce modèle à toutes les communes d'Europe, on peut modéliser le déplacement des voitures pendant la journée. On peut donc savoir à peu près combien de kilomètres elles vont parcourir. Une fois qu'on sait ça, il faut savoir comment est-ce qu'elles vont recharger. Est-ce qu'on va plutôt recharger au travail, à la maison le soir ou quand on fait nos courses par exemple? Pour cela, je développe des scénarios et je compare le résultat de ces scénarios à la production solaire d'une année typique pour savoir combien d'électricité solaire on pourrait utiliser en plus, combien on pourrait en stocker et combien d'émissions de CO2 on pourrait éviter. Ce modèle a été montré prometteur sur des villes à travers toute l'Europe, même dans les pays les plus au nord. Mes modèles sont disponibles sur la plateforme citywatt.eu et je vous invite à y faire un tour si vous voulez tester vos propres scénarios. Alors, pour finir, j'espère que la prochaine fois que vous monterez dans une voiture, elle vous conduira vers un monde plus durable. Et merci de m'avoir écouté. Merci. C'était donc Noémie Janin. Vous avez donc déjà vu 5 candidats, candidates. Résumons. D'abord, il y a eu Sven Najem-Meyer, c'était notre marmiton du jour qui cherche à nous cuisiner des IA capables d'assimiler des documents écrits en grec ancien, ou plus spécifiquement polytonique. Cassandre Contré, notre deuxième candidate, elle nous a parlé d'Augustin Mouchot, qui a envie, avec sa thèse, de consoler ce scientifique du 19e en pionnier du moteur à énergie solaire en travaillant sur la fusion nucléaire. The third candidate was Rebecca Smith, a neuroscientist and a rower, working on motor neurons and their two signals. The fourth candidate was Tom Nellis. He taught you that BPA, small toxic chemical, is everywhere, even in your cash receipt, so he tries to design safer alternatives from a renewable raw material plant. Quant à Noémie Janin, que vous venez de voir, eh bien, elle voit une voiture comme une batterie avec des roues. Donc, combien d'énergie peut-on stocker dans une voiture en Europe selon les pays? Eh bien, c'est ce qu'elle tâche de révéler à travers une cartographie. Voilà donc pour nos 5 premières présentations. Let's move on to the next candidate. So the 6th candidate is Anna Rico. So I think there are some friends just here around, like a rugby team. I don't know. Yeah? Wow, they're awesome. So Anna Rico, here is the title of your thesis, Reprogramming CAR T-cell infiltration through design chemotatic biosensor, with Professor Patrick Barth from the Laboratory of Protein and Cell Engineering. Are you ready, Anna? Yes. Okay, enjoy. If we think about someone that is battling through cancer, I'm sure we all have the same picture in mind. Probably someone that looks quite weak, they have probably lost all of their hair, constantly nauseous, right? Well, these are actually all just side effects of chemotherapy, the treatment for the disease. Cancer is actually a silent killer. It progresses in our body without us even realizing that it's happening until it's too late. And this happens because our immune system cannot find where the cancer cells are, and even if they do, they don't know how to fight it. So for many, many years, our only hope has been to inject very harsh chemicals into our body in hopes that this kills the bad cells first instead of the healthy ones. And this is pretty bad because people have been trying to avoid chemotherapy to not get the side effects. Thankfully, in the last decade, scientists have figured out a way to let our immune system have a fighting chance against cancer. And it's pretty cool. It's called immunotherapy. We can take our immune cells out of our body, and we modify them in the lab to give them the very specific weapon they need to kill the cancer cell. So as soon as they find it, boom, it's done. And it's super effective. But the key word is contact. And as I said before, cancer is very, very difficult to find.
So that's where my PhD comes in. I really want to help these immune cells find exactly what cancer is so they can go and stop it before it spreads to another organ. And to do this, I study how cells communicate and move around the body. And it turns out that it's something like this. Immune cells have some sort of antenna, and they're constantly receiving different messages on the body. And sometimes they get SOS signals, so they know they have to go somewhere and fix something. And it looks like cancer does the same thing. They have to communicate with other bad cells to say, like, oh, we're planning to move to the lungs now, right? But they're very sneaky, and they seem to communicate in a wavelength that we cannot understand. So the goal of my PhD is to take this antenna and modify it so it can actually intercept these messages. And I'm very happy to tell you today that after 3 years of my PhD, I have now an antenna that can intercept these messages. So now my immune system knows that something is wrong. But there's still a twist. Cancer speaks in a different language that we cannot understand. So I hope that in the last year of my PhD, I can actually decode the language of cancer. And now my immune cells will have all of the information so they know exactly where to go and how to attack it. And hopefully, we will be one step closer to a better and safer option for cancer treatment. Thank you. Thank you. Thank you, Anna Rico. So she was our 6th candidate, and now nous allons pouvoir accueillir notre 7e candidate. Il s'agit de Jade Maycock. Jade Maycock, voici le titre de votre thèse, modélisation du comportement des étudiantes et étudiants interagissant avec des simulations interactives. Il va falloir nous expliquer tout ça. Heureusement, vous avez 180 secondes pour le faire. Ça tombe bien. Enfin, 180. Merci. C'est une thèse que vous avez faite sous la direction du professeur Tania Kayser au laboratoire d'intelligence artificielle pour l'éducation. Êtes-vous prête, Jade? Allons-y. Alors, allez-y. Dans une ère où l'intelligence artificielle progresse rapidement, et où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est très facile de générer un flot continu de fausses informations, de le propager à travers des chambres d'écho et d'ainsi manipuler l'opinion publique. Dès lors, de grands consensus scientifiques tels que l'héliocentrisme, le réchauffement climatique, l'existence du sexisme en informatique sont considérés comme opinions par une partie de la population. C'est pour ça qu'il est essentiel de renforcer l'esprit critique des jeunes pour leur donner les outils qui leur permettront de former des opinions fondées. Et pour ça, il est crucial de repenser la façon dont on enseigne les sciences et particulièrement dont on enseigne la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est quoi? C'est le principe de créer des hypothèses sur un phénomène quelconque à partir de faits théoriques prouvés. Une fois ces hypothèses formulées, il s'agit de les vérifier empiriquement à travers une série d'expériences qui nous permettront ou non de rejeter ces hypothèses. C'est une méthode cyclique parce qu'en général, il nous faut plusieurs itérations avant qu'aucune de nos hypothèses ne soit rejetée. Alors, comment enseigne-t-on cette méthode scientifique? Revenons un peu en arrière. Pour apprendre un phénomène, tel que l'absorbance d'un laser à travers une solution, on vous a sûrement montré et expliqué une équation que vous avez peut-être retenue, et ensuite appliquée dans des exercices, des contrôles, des tests, etc. Cependant, la manière la plus efficace pour apprendre et comprendre des équations, et ensuite les appliquer sur le terrain ou sur papier, c'est de les découvrir tout seul au moyen de la méthode scientifique. Et la manière la plus efficace d'apprendre et comprendre la méthode scientifique, c'est de la découvrir par soi-même. Et c'est là que ça devient un peu tordu, parce que pendant ma thèse, j'ai donc dû apprendre à quelqu'un à apprendre quelque chose pour que potentiellement cette personne apprenne quelque chose d'autre plus tard. Entrent en jeu les simulations interactives. Elles permettent aux élèves d'explorer un phénomène scientifique sous toutes leurs coutures, sans rien faire exploser et à moindre coût. Seulement voilà, j'ai découvert que la moitié seulement des élèves arrivent à les utiliser de manière efficace et autonome. C'est-à-dire que cette moitié arrive à comprendre la méthode scientifique et à l'apprendre seule, simplement en utilisant plusieurs simulations d'affilée. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a créé des algorithmes qui permettent de prédire quels élèves n'arriveront pas à utiliser ces simulations de manière autonome. On a aussi analysé les interactions des élèves les plus efficaces pour créer des stratégies qui aideront les élèves les moins efficaces.
Le tout en corrigeant les biais sociétaux de nos algorithmes. Car n'oublions pas que l'école est le premier terrain de jeu des discriminations qui malheureusement sont à la source souvent de ce flot continu de fausses informations. En bref, si on repense le programme de sciences pour passer de l'absorption d'équations à l'exploration de phénomènes tels que l'absorption par exemple, on a le pouvoir de renforcer l'esprit critique des jeunes pour au mieux les protéger au flux de fausses informations auxquelles ils sont confrontés. Merci beaucoup. C'était notre 7e candidate, Jade Maïcock. Le jury prend des notes et nous accueillons notre 8e candidate. Il s'agit de Vinitra Swami. Welcome, Vinitra. Here is the title of your thesis, Towards Trustworthy, Explainable and Human-Centric AI. This is a thesis you have been working on with Professor Tania Kayser from Machine Learning for Education Laboratory and Professor Martin Yagui du Machine Learning and Optimization Laboratory. Perfect. Are you ready, Vinitra? Thank you. Okay, you can do the same sign to our technicians. Thank you. Hello, everyone. Today, we're going to talk about trust in AI. Imagine with me the future of the modern classroom. Wouldn't it be great if you were a student studying for an exam that you could have a personalized homework targeting all your weaknesses? Or if you were a teacher lecturing somewhere here like Rolex, you could pinpoint which students are struggling and give them some extra help on the break. Or let's shift gears to healthcare. Many of you have probably waited hours in the hospital waiting for an appointment. If you could instead have on-demand medical support that takes into account your personal background, your family history, things like this, wouldn't it be great? But there's a reason that these technologies are not currently implemented. It comes down to the critical issue of trust. We cannot trust these models not to make mistakes in these high-impact, human-centric settings. So, what's the answer to this problem? We turn to the field of explainable AI, adding transparency into the model's decision-making process and making them trustworthy for these human-centric contexts. Now, the world of explainable AI looks a bit like this today. Take your favorite model, let's say ChatGPT, and treat it as a black box. Inputs come in, outputs come out. An explainer usually is a model that sits on top of this, that interprets the outputs and the inputs, and reasons about which inputs are causing which outputs, essentially answering the question, why? But you can already see that there's a problem here. If the explainer is separate from the model that's making the decision, then it can just tell us what we want to hear instead of what the model is actually reasoning about. So that's where my thesis research comes in. My work is about adding these interpretable pathways into new relevant neural network architectures such that our models can have this explainability from the get-go. The first model I'd like to present is called an interpretable mixture of experts architecture. That's a lot of fancy terminology. That just means that certain parts of the models are specialists in certain types of decision-making, maybe on news or medicine or sports, and only certain of these experts are actually activated for each prediction. The second kind of model we created was a modular model. So instead of this giant model that takes in videos and images and text all at the same time and tries to solve all the problems, we have a lot of these modular models that specialize on different things. And if you can make our decision and our prediction deal with the sequence of these models and essentially decompose it into a lot of these small modular models, you actually get interpretability for free. So why is this important? Well, this model, the one I just described, is actually being used in Benin in South Africa right now for tuberculosis detection. So if I can leave you with anything, it's that AI can be used for human-centric settings if we think about interpretability first. Thank you. Thank you. It was Vinitra Swami just on the gong. Lucky you. So now let's welcome our 9th candidate, Zara Ayar. Thank you.
So Zara, here is the title of your thesis. High-speed scanning for ion conductance microscopy on neurons as a new in vitro platform for neurodegeneration studies. Yes. With Professor Georg Fantner from the Laboratory for Bio and Nano Instrumentation. Yes. Okay. Are you ready, Zara? Yes, of course. Yes? Yes. Okay. So let's do this. We talk, we think, we see, all thanks to our neuron cells. Yet, neurons are stubborn. Once injured, they don't heal. This inability to regenerate causes life-altering changes, especially in case of spinal cord injuries or neurodegenerative diseases like Alzheimer's. I am Zahra, and I study neurons to understand why they can't regenerate. To do this, I need to observe them closely, especially after an injury. Microscopy techniques allow us to visualize their behavior in real time, but unfortunately, it's not as straightforward as it sounds. Neurons are incredibly sensitive, and a standard microscopy generally exposes them to light, which can change their natural behavior, or even in high light intensities, it can damage the cells. We need a delicate method to observe them without causing any harm. Here is where a new microscopy technology developed by our scientific group called SICAM comes in. In SICAM, using a fine glass needle and some advanced electronics, we can scan the surface of a cell without touching it and generate high-resolution images without the need for the light. That sounds amazing, right? But there is a big downside. SICAM is very slow. It scans one line at a time, and neurons are multi-cells. So by the end of capturing only one frame of image, we may miss some movements of these active cells. To solve this problem, I'm working on improving the condition for imaging of live cells using SICAM by increasing the scanning speed and reducing the time required for imaging. Instead of highly costly upgrades on SICAM, during my PhD, I proposed a cost-effective solution based on artificial intelligence, or AI. In this technique, we can skip some of the lines during the scanning and then train a reliable AI model to fill in the blanks for us and generate a full image. This saves us time while still generating the images that are identical to the fully scanned one. This way, we can image neurons faster and capture all their dynamics. And this bridging between the technology and biology opens new doors to understand how neurons behave, and maybe one day it can help us to understand how to treat the neurodegenerative diseases. As a bioengineer, I'd love to be a part of it. Thank you for your attention. Thank you. It was Zara Ayar. And now comes our 10th candidate, Anja Tide. Hello, Anja. Hello. So you are working on sustainable photovoltaic schemes with compound semiconductors using correlated disordered patterns. Correct. Yes, with Professor Anna Foncuberta y Moral at the Laboratory of Semiconductors Materials. Are you ready? Sure. Sure? Great. Sure. So let's do this. Have you ever wondered why your face feels warm when you step into the sun? Well, it's because the sun emits a lot of energy. And this energy comes in the form of little balls, each little ball carrying a very small amount of energy. I'm a physicist, and I call these little balls photons. Nowadays, these photons, they not only brighten our days, but they also power our lives. How can a photon do that? It can do so because we have solar cells. When a photon hits the solar cell, it will go inside of the solar cell and will travel inside of our solar cell until it is
absorbed, which means that the photon becomes an electron, and therefore electricity, which is what we use to power our lives. Our solar cells need to be very thick, because absorbing a single photon is not enough. We need to absorb a lot of photons. So they all need to go in, and they all need to travel until they are absorbed. This means that our solar cells are very thick, they're heavy, and they use a lot of resources, which is not very sustainable. So why not make solar cells thinner? Well, the problem with a thin solar cell is that a photon can go in, but it will go out of the solar cell before it can be absorbed. So they're much less efficient. What can we do to make these thin film solar cells absorb more photons? Well, we can have a trick. We can try to capture the photons, like one would capture fireflies in a jar. If you're able to lure fireflies inside of the jar and then close the lid, then these fireflies will be trapped and they can't escape anymore. And if we look at the photons in the thin solar cell, we can do the same. We can lure the photons inside and we can trap them there, and so they will bounce back and forth in our thin solar cell until they are absorbed. This is what I'm working on in my PhD. In my PhD, I'm working on a method to do exactly this, to basically close the lid. I carefully calculate a design that we can place on top of our thin film solar cells that allows us to lure the photons inside and trap them there. This way, we hopefully are able to make solar cells that are as efficient or even more efficient than the ones we have today by using much, much less material. So we would be able to make a single solar cell with less material, or we are able to make a lot of solar cells with the same amount of material that we're using right now if we're able to capture those photons like the fireflies in the jar. All of this a significant step towards a more greener future. Thank you very much. Thank you. It was Anya Tiede. Donc, avant d'accueillir nos 4 dernières candidats et candidates, résumons ce que nous venons de voir et d'entendre. The 6th candidate was Anna Rico, whose goal with her thesis is to help the little T cell to find cancer and kill it before it moves to another organ. Vous êtes très bavard tout à coup. Que se passe-t-il? Vous prenez des notes? La 7e candidate. Alors, qui peut me dire qui était la 7e candidate? Je vais voir s'il y a de l'attention. Jade, tout à fait. La 7e candidate était Jade Maïcoq, qui apprend à apprendre de manière efficace, autonome et en corrigeant les biais sociétaux. The 8th candidate was Vinitra Swami. She is convinced that we can make AI trustworthy and suitable for human-centric environments, but we have to bake interpretability into our models and not treat it externally. The 9th candidate, Zara Ayar, she studies neurons to understand why they can't regenerate, using for this a new microscopy technology. As for the 10th candidate, Anya Tiede, she's working on a method to capture the photons from the sun so as to make solar cells that use much less resources, that are much lighter and cheaper to make. And now let's move to our last 4 candidates. We will start with Pengbo Tsu. Hi, Pengbo. Pengbo, you are doing a thesis on this specific theme towards mobility in the future, repositioning and control of empty taxis, and you're working on this with Professor Nicolas Geroliminis and Professor Giancarlo Ferrari-Trecate from the Urban Transport Systems Lab. Exactly. Yes? Would you please, in the center, Sure. you know, so that they can all see and admire and most of it listen to you. Are you ready? Yes, perfect. Okay, enjoy, Pengbo. Hello, everyone. I'm Pengbo, a conductor of an orchestra. Ta-da!
Just kidding. Actually, I'm a transportation engineer working to make your taxi rides better. So imagine this. You took a flight, step outside of the airport, and want to call a taxi. However, none are available nearby. Or the opposite happens. You see lots of vehicles crowd the street, but no passengers. So this mismatch between the passenger demand and the vehicle supply is common worldwide. So how can we solve this? So let's think about the empty taxis. So currently, many drivers, they just cruise aimlessly on the street, hoping to find someone to wave them down. The other drivers, they always want to go to the popular locations, such as the shopping malls, the downtown areas. But without coordination, actually they just compete with each other. So my research addresses this challenge by proactively allocating the empty vehicles to where the high demand area is. So using historical data and machine learning, we can accurately predict where the high demand area is. Also, thanks to the mobile internet, vehicles' location can be shared to coordinate their movements to prevent the overcrowding at a single spot. But to control the mobility of such a big fleet at real time is not an easy task. So I developed a two-step approach. So first, at a broader level, we divide the city into regions. Then we deciding how many vehicles should move from the low-demand areas to the high-demand ones. And then at a detail level, we provide detailed instructions telling each taxi which intersection you should go to and the best route to get there. So that's why I'm saying I'm like a conductor leading the orchestra, because my algorithm ensures each vehicle to move to where it's needed at just the right moment. So back to the question at the very beginning, where should an empty taxi go? My framework gives the answer. So now, real-time instructions are sent directly to the driver's smartphones, guiding them efficiently. So not only human drivers can benefit from this, California has already launched around 3,000 autonomous taxis. So my algorithm can be seamlessly applied to these systems to improve the urban mobility. So next time when you call a ride, don't forget there is an invisible conductor behind the scenes. So I hope you all enjoy your next Uber ride. Ta-da! Thank you. Thank you, Pengbo Tsu. She was our 11th candidate. So now we will move to our 12th candidate, and it's Meda Raman. Welcome, Meda. Thanks. Adapting brain function to a rapidly changing environment. That's your thesis. Professor Brian McCabe is directing. He's right there. He's here. Really? Yeah, he's sitting right there. Where are you? Hi, Brian. Oh. Reminds me of a show, a television show, you know, and we see the family and oh. So, welcome, Professor. So now you have to be ready. Yeah, I know. Yeah, you are. We all know you are. Thanks. So here is your time. You can say start when you're ready. Excellent. Thank you. The cells in your brain are called neurons. And in order for you to live your extraordinary lives, these cells need to be active as well as in constant communication with each other. However, most things in life have limits, right? And your brain is no exception to this story. So for instance, if your neurons are communicating, but too much, this could very easily tip the system into a state of chaos, for example, as a seizure. And so the brain actually has some very elegant mechanisms in order to ensure that something like this does not happen. And one such fascinating mechanism is a thing called scaling.
Now picture yourselves in this very room with these large windows, but in the summer. In the afternoon, you're probably going to have too much sunlight flood the room, and then you want to roll the blinds down. However, towards the evening, like right now, you have much less sunlight enter into the room, and so then you can afford to roll the blinds up. In both of these scenarios, the goal remains consistent, correct? Which is to keep the room lit, but whilst regulating it to the perfect amount. This is exactly how your brain functions as well, except now your neurons are the blinds. So if the communication in your brain is too much, your neurons can roll down or scale down their sensitivity. But if the communication in your brain is too little, your neurons can scale up their sensitivity. This is a concept that was first described approximately 2 decades ago, right? And I'm still talking to you about it today because we do not completely understand how scaling works. But this is important because abnormal scaling has been associated with a plethora of clinical conditions, ranging from epilepsy all the way to intellectual disability. But as a fundamental neuroscientist, I would make one argument, which is that if you want to use something as a therapeutic target effectively, you have to first invest in fully being able to understand it. And this is what my PhD is about. We in the lab use Drosophila, which are commonly known as the annoying fruit flies in your kitchen, as a model to study scaling. And as odd as it seems, they make incredible models because they have very similar genetics to us, whilst offering the simplicity that researchers require in order to answer complex questions. And so this PhD is aimed at opening doors to 2 things positively. Firstly, scaling in the context of therapeutics. But secondly, a zoomed-in appreciation for how your brain enables you to live, age, and adapt in a constantly changing globe and environment. Thank you very much. Thank you. Are you happy? Are you proud? Okay, great. He's proud. Meda, your professor is proud. Yeah, good. So now let's welcome our 13th candidate. It's Manuel Loparco. Do you have family, teachers you want to wave at in the room? I also have my professor here. Oh, they're all here. They're so nice. Hello. So, Manuel Loparco, your thesis is about non-perturbative aspects of quantum field theory in curved space-times. And so you're doing this under the supervision of Professor João Augusto Penedones, excuse me, yes, at the Fields and Strings Laboratory. Is that correct? Yes. Yes? So let's discover this. Thank you. The image you see behind me is the cosmic microwave background. If you point a very precise telescope to the darkest regions of the sky, this is the image you will see staring back at you in all directions. It's pretty crazy if you think about it, that the universe sort of glows in this particular way. In fact, it was so incredible to the people that first discovered it that they initially were convinced this was just bird poo on their telescope. That's a true story. For the longest time, they were fighting against some pigeons until they eventually met a theoretical physicist like myself, who told them that what they were seeing were the last remnants of the Big Bang. But how is it possible that today we can still see the Big Bang? Well, you might know that if you stare straight at the sun, which you should never do, what you're actually seeing is how the sun looked like 8 minutes in the past. And that's because light takes 8 minutes to go all the way from the sun to your eye. In the same way, the light that forms this image is coming from so far away that this is effectively a snapshot of how the universe looked like a little time after the Big Bang. The red spots eventually became galaxies, like the one we live in, and the blue spots became empty regions of void. Now, the point of my PhD is to learn how to read this picture. You might think that this is a completely random pattern, but in reality, it encodes a huge amount of information on what are the types of particles and forces that exist in our universe. Think about it this way. At CERN, in Geneva, physicists smash protons against each other and study the resulting explosions.
The beautiful patterns that come out of these collisions are very sensitive to the fundamental laws of physics. And so by studying them, they can indirectly deduce the existence of new particles, like they did with the Higgs boson. Well, during the Big Bang, particles were colliding against each other all the time at incredibly high energies. And the resulting pattern of all of those collisions is this one. So it's like the universe gave to us the results of the most powerful particle collider experiment we can even imagine, but it gave to us those results all together, all at once, superimposed in one image. So as you can imagine, extracting information from this image is extremely difficult. And in particular, we have to wait for higher resolution versions of it to do what I'm describing. But in the meantime, what we try to do is to establish a mathematical dictionary between features of this image and the fundamental laws of physics. For example, we can prove mathematically how the existence of a certain type of particle implies a certain type of signature in the statistics of this image. Then the hope is that one day, putting together this dictionary with the upcoming telescopes, we will be able to really read the glow of the cosmos, to discover new particles and forces, and maybe to understand the origins of time itself. Thank you. Thank you. Thank you. Was Manuel Loparco. Well, it's high time to welcome our 14th and last candidate, Ray Cowan. Ray Cowan, here is the title of your thesis. NMR Investigations of the Hydration Reaction of Cementitious Calcium Silicate Hydrate. Right? Yes. With Professor Lyndon Emsley at the Laboratory of Magnetic Resonance and Professor Karen Scrivener at the Laboratory of Construction Materials. Yes. Are you ready, Ray? I am. Great. Enjoy. All right, thank you. Nearly 1/10 of all man-made carbon dioxide emissions are due to a single material, concrete. Every year, we produce over 4 billion tons of cement. That's enough. You could take a 5-centimeter thick layer and pave over not just Lausanne, not just Lake Geneva, but over all of Switzerland, and still have some left over. There's simply no other material in the world that can be produced in such massive quantities. So while we won't just stop using cement, there are steps we can take to reduce its carbon footprint. When we make cement, we mix together water with a material called clinker. And this clinker is what's responsible for a vast majority of the CO2 emissions from cement production. You might be wondering, can we just use less clinker? And the answer is yes, to an extent. We're able to replace a portion of the clinker with alternative materials. This allows us to make the same amount of cement with a lower carbon footprint. Now, what I didn't mention is that clinker forms the glue of cement. So clearly, removing too much of it will weaken our cement. The goal of my research is to find a way to increase the strength of this glue so that we don't need as much. We know that this strength is controlled by the reaction between water and clinker. So in order to study this reaction, I use a technique called NMR. And the really cool thing about NMR is it allows us to look at individual atoms and tells us about the other atoms around them. We're able to see as bonds break and new bonds form. So when we dissolve clinker in water, it releases calcium and silicon, and this is what's represented on the slide behind me. NMR allows us to track these particles and see how they're interacting over the course of the reaction. And once we have a clear understanding of this basic reaction, we can even go one step further. We can add new elements. For instance, we know that adding zinc makes the reaction go on for longer, and this gives us a stronger cement, but we don't quite understand why. With NMR, we're able to pinpoint the exact role that zinc plays in making our glue stronger. This allows us to make new cements with lower clinker content. Ultimately, we aim to develop a low-carbon cement that meets
or exceeds the strength of current cement. Because even modest reductions in the CO2 output of cement can have significant impacts on decreasing global carbon dioxide output, paving the way for a greener world. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Ray Cowan. So let's resume. Our 11th candidate was Pengbo Tsu. Pengbo Tsu is a transportation engineer working on the service of taxis, trying with her thesis to proactively guide the empty taxis to the high-demand areas where they can find the passengers. Shall I go on? Yeah? Okay. The 12th candidate was Meda Raman, who uses Drosophila to make, I just wanted to see if you were awake, and thank you, to make progress in our understanding of how our brain enables us to live, adapt, and age to a constantly changing environment. Manuel Loparco was our 13th candidate, whose thesis focuses on learning how to read the picture of the cosmic microwave background and maybe solve the greatest mysteries left in the universe. As for our 14th candidate, Ray Cowan, her research is focused on how to maintain the high strength of cement while lowering the clinker content, which is the glue in the cement, and is responsible for a vast majority of the CO2 emissions. So, you have heard our 14th candidates that I am happy to call here on stage so that you can take a picture. No, not yet, but you can at least remember all of them. Sven Najem Meyer, Cassandre Contré, Rebecca Smith, Tom Nellis, Noémie Janin, Anna Rico, Jade Mycock, Vinitra Swami, Zara Ayar, Anya Tide, Pengbo Tsu, Meda Raman, Manuel Loparco, and Ray Cowan. So, voilà nos 14 candidats, candidates pour lesquels vous allez pouvoir voter. Nous allons à présent laisser le jury s'échapper discrètement, aller délibérer. Je suis heureuse de ne pas être à votre place. Bonne chance, bon courage pour départager ces 14 doctorants, doctorantes assez brillants. Je vous propose qu'on les applaudisse de nouveau. Et il va falloir voter. Vous-même, vous allez pouvoir voter pour votre ou vos deux candidats, candidates préférés. Donc, comment faire? Je vous remercie. Vous pouvez aller vous rasseoir. On va montrer. Merci. Ne partez pas trop loin. On ne sait jamais. Voilà comment voter. Vous avez ici un QR code. Vous pouvez voter pour une ou deux personnes, on l'a dit. Pour voter, vous scannez ce code. J'ai l'impression que tout le monde me prend en photo, mais non, en fait, vous scannez le code, d'accord. Vous scannez le code, vous allez sur, sinon, si vous préférez, sur go.epfl.ch/vote-mt180. Vous entrez votre code en majuscule. N'oubliez pas de scroller tout en bas pour cliquer sur « Envoyer ». Ou voter selon ce qui apparaît. Vous ne pouvez voter qu'une fois, mais vous pouvez aider votre voisin, voisine, s'il a besoin de votre téléphone, de vos doigts, de votre cerveau, que sais-je, ce qui lui fait défaut. Vous pouvez évidemment l'aider à voter avec son code. Vous avez 180 secondes pour faire ce vote. Pourquoi ça ne marche pas avec moi ? Vous avez 180 secondes pour faire ce vote. Maybe you should come, I don't know, it doesn't work with me. Ah.
Voilà. Quand le gong retentira, vous ne pourrez plus voter. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des voisins, voisines. Nous avons même des professeurs dans la salle qui sauront vous aider. Et ne cherchez pas à voter plusieurs fois, vous ne pouvez voter qu'une fois. Il vous reste 127 secondes pour voter. J'en vois qui souffrent encore sur leur téléphone. Dans 90 secondes, vous ne pourrez plus voter. Pendant que le jury délibère, attention, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Ça marche pas? J'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Pendant que le jury délibère, soit vous continuez à parler, soit vous allez vous promener et vous revenez dans 10-15 minutes, soit vous restez et vous participez à des jeux qui pourraient vous faire gagner des cadeaux. C'est tentant. Je vous laisse réfléchir, vous avez encore 28 secondes pour voter et pour réfléchir. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... » Voilà, vous avez donc voté et nous verrons le résultat dans quelques minutes. Cher public, vous n'entendez pas parce que vous parlez beaucoup, mais le jury est en train de se battre violemment. On a très peur. Non, et ils sont en train de lutter, mais avec des mots évidemment. Et voilà, on voit des papiers qui volent, qui sont déchirés. Voilà. Mais on devrait arriver tout bientôt à un résultat. Oh, mais c'est formidable, voici notre présidente du jury. Eh bien non, c'était une fausse alerte. Elle repart. Donc nous allons bientôt avoir les résultats, en tous les cas, de votre vote, cher public. Vous avez été 588 à voter. Alors je suis assez mauvaise en calcul, mais je n'ai pas l'impression que vous soyez 588 dans cette salle. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas eu de triche, donc il y a des personnes qui ont voté par ailleurs. Oui. Ah! C'est vrai, vous pouviez voter pour 2 personnes, ce qui démultiplie un petit peu les votes. Donc, vous trépignez de connaître le résultat de votre vote. Eh bien, trépignez encore un petit peu. Car ils et elles sont toujours en train de débattre. C'est très difficile cette année, très très difficile. Ma théorie, c'est parce qu'il y a, pour la première fois... Non, je ne vais pas annoncer cette théorie, ça va être mal reçu. Il y a quand même, je crois que c'est la première fois qu'il y a une majorité écrasante de candidates
Ce qui est quand même très rare ici. Il paraît, on m'a dit qu'à Neuchâtel, cette année, c'était l'inverse, qu'il y avait une majorité de candidats. Voilà, comme quoi, ce n'est pas une règle d'année en année, ce ne sont surtout pas des quotas. Mais voilà, à l'EPFL, nous avons 11 candidates sur 14 candidats et candidates. Oui. Ah. Il y avait 2 hommes qui auraient dû participer aussi. Nous aurions dû avoir 16 candidats et candidates, mais ils ont eu peur, évidemment, car vous êtes très impressionnants. Voilà, je les comprends. Pour vous faire patienter, je crois que j'ai encore des calculs. Non. Ah, regardez ça. Je vous avais dit que ça avait mal tourné, hein. On a un blessé. C'est toujours les journalistes qui subissent. C'est la loi. Voici notre jury de retour. Ambrogio Fasoli a dû s'échapper pour des raisons professionnelles, hein, mais il a participé à la délibération activement et jusqu'au bout. Voici notre présidente du jury qui s'installe, Gizu van der Gout. Donc, nous allons commencer par le résultat de votre vote, cher public. Il faut rappeler que c'est donc Gareth qui a sponsorisé les prix. J'ai donc le plaisir d'inviter Monsieur Nicolas de Vulder sur scène. Bienvenue. Je vous donne un micro. Nicolas de Vulder, qui est donc Senior Director of Gareth. D'abord, merci. Merci de l'invitation. C'est un honneur d'être ici pour participer et apprendre 2-3 trucs. C'est très intéressant. Ah, juste 2-3, vous. Moi, j'en ai appris 20. Non, 14. Ah, voilà. 180. Ah, 180, c'est bien. Présentez-nous Gareth en 2 mots, ou en 180, 180, comme vous voulez. Gareth, en 2 mots, c'est essayer de réduire les émissions et essayer d'améliorer le rendement de plein de systèmes énergétiques. On est très connu pour des compresseurs de turbocompresseurs dans les voitures ou des compresseurs électriques pour l'hydrogène et autres. Et donc on adore faire tourner des machines très très vite. On adore ça. Maintenant, on y rajoute de l'électronique, des logiciels. On adore les trucs compliqués qui posent plein de problèmes à nos ingénieurs. Donc voir des gens parler de mobilité, parler d'intelligence artificielle, c'est... Venez. Pourquoi est-ce que vous soutenez cet événement, en 2 mots? Alors la technologie, donc au mois de mars, chez Gareth, on célèbre ce qu'on appelle le mois pour STEM, donc Science, Technology, Engineering and Maths. C'est vraiment quelque chose qui est très critique pour nous. On a 1300 ingénieurs qui travaillent au travers le monde. Et ce qu'on observe dans la recherche des technologies, c'est le besoin d'avoir beaucoup de sciences, beaucoup de technologies, d'engineering, de mathématiques. Donc pour nous, sponsoriser ce genre d'événement et accompagner un petit peu la communauté qui est autour de nous, on est basé à Rolle, c'est vital pour continuer à cultiver les talents et puis continuer à assurer notre futur et le futur des solutions dont on aura besoin. Cher Nicolas de Vulder, vous allez pouvoir nous révéler le gagnant du prix du public, ou la gagnante, grâce à Laura du service de promotion des sciences, qu'on peut applaudir parce qu'elle fait un gros travail, Laura, dans l'organisation de cette soirée. Alors Nicolas, on vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous révéler ce nom. Le silence. Sentez du pouvoir. Le prix du public revient à Manuel Loparco. Manuel, bravo. Un petit mot peut-être, Manuel, vous voulez dire un petit mot au micro, profitez-en, si vous voulez dire quelque chose. You want to say something. Okay, yeah, well, thanks everyone for voting for me. It was very scary but fun. Great, you can
take a picture. Congratulations. Thank you, Nicolas. Je vais reprendre le micro. Merci à vous. And now, let's move on to the prix du jury. Pour remettre le 3e prix du jury, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène un pilier de cette équipe, le journaliste scientifique Bastien Confineau. Enfin, c'est un pilier assez fragile, comme vous le voyez. En plus, il faut que je tienne, du coup. Ah non, ça va. Le pilier n'est plus pilier. Membre du jury... Je vais poser ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ah, je n'irai pas les chercher, hein, donc... Je me débrouille. Membre du jury depuis le début, c'est la 9e. Mais oui. Ah ben, je ne savais pas. Ah ben, c'est pour ça. On le fait revenir parce qu'il n'a pas de mémoire, donc chaque année, il découvre. C'est la 9e fois. Vous n'êtes pas lassé? Pas du tout. Et pourtant, ça n'est passionnant à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a du progrès aussi à chaque fois. Oui. Et voilà, beaucoup de talents qu'on découvre à chaque fois, beaucoup de choses qu'on apprend à chaque fois, et ça, c'est toujours un plaisir. Bon, formidable. Une remarque quand même sur cette cuvée 2025? C'était une bonne cuvée, un peu plus, mon sentiment, je ne sais pas si le jury le partage, un peu plus uniforme que les autres fois, donc on pense qu'il y a une belle formation que tout le monde a reçue. Et voilà, dans la forme, vous voulez dire dans la forme, la présentation, oui. Quelques brillantes prestations qu'on va vous révéler maintenant, les 3 plus brillantes. Alors il va falloir nous dire qui remporte ce 3e prix du jury. Il va falloir m'aider. Laura. Ouais, non, c'est tout bon. C'est tout bon. Eh bien, le 3e prix est le même que le prix du jury. Donc, Manuel, le parcours. Que le prix du public. Manuel, le parcours. Vous avez l'habitude maintenant. So, 2 prizes for you tonight. Public prize and 3rd prize of the jury. And your teacher is so proud. Where is he? Yes. You can come if you want. Do you want to come? Yes, please come. Come for the picture. Beautiful. You look like brothers. You don't look like students and his teachers. Anyways, thank you. Congratulations. Thank you. Eh bien, nous allons avancer. Vous ne pourrez pas. You can't have the 2 other prizes. You can go now. No, don't go. To present the 2nd prize, we welcome on stage now Anok Yim. So, Anok, it was your first time as a member of this jury? It is my first time, yeah. Did you enjoy it? I did. It's an honor to be in jury, and it's an honor to see how our students are intelligent and hardworking. Yes, many of them are intelligent, yeah. So, would you come back? You think it's not an offer? I have no power on this, but would you like? Of course, yeah? yes. Great. So, Anok, it's a high time to announce the name of the 2nd jury prize. So the 2nd prize goes to Tom Lely. Congratulations, Tom. Yes, please take a picture. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Bravo. Donc on l'a dit, très peu d'hommes dans cette sélection, mais on a évidemment choisi les meilleurs. Voilà, c'était le principe. Pour remettre le premier prix de cette 9e édition de ma thèse en 180 secondes finale EPFL, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente de ce jury, professeure Guizou van der Goot.
Donc, Guizou, est-ce que vous avez aisément tranché ou on a entendu que ça... Enfin, on a attendu longtemps en tous les cas, donc ça a été difficile, j'imagine. En fait, c'est jamais facile. Hein. Je sais pas, je demande à... tu es là depuis plus longtemps que moi. Il ne s'en souvient pas, de toute façon. Donc. Il s'en souvient pas, ouais, exact. Non, c'est jamais facile. On est généralement d'accord sur quelques-uns, puis après, ça discute fort sur les autres. Donc, Et sur la première place, est-ce qu'il y a eu tout de suite une entente? Ah, mais oui, c'est évident, la première place va à... Ou bien même là, il a fallu... Non, je crois que la première place, elle s'est dessinée assez clairement. Ouais. Formidable. Alors, on a hâte, non? Vous avez hâte ou pas? Non. Ah, vous avez hâte? Bon, alors allons-y. Alors, la première place va à Meda Rahman. Congratulations. Meda Rahman. Beautiful. Congratulations. Yes, I was about to ask Brian McCabe to come, please, Professor. You do look like professor and student. I wouldn't dare to say anything. Thanks a lot. Congratulations. Do you want to say a word, maybe? Well, I'm shocked because my whole life I've been so scared to be on a platform, but this is good validation for a budding scientist, so thank you. Congratulations. Donc, alors ne vous rasseyez pas trop vite, car maintenant c'est le moment de faire la belle, la grande photo avec tous les membres du jury ainsi que les lauréats et Nicolas de Vulder, si vous voulez bien, venir nous rejoindre ici sur la scène pour la photo. Et voilà, et donc Marilyn Anderson va venir avec les attestations qui vont être remises à tous les participants et participantes. Monsieur professeur Édouard Bugnon également, si vous pouvez venir, ainsi que monsieur Gaëtan Hervé, Product Manager IA à la Vaudoise, car c'est un autre sponsor essentiel de cet événement. Voilà, vous êtes là. Et les lauréates et lauréats. Donc d'abord, nous avons uniquement les lauréats et les lauréates. Donc Manuel, Tom et Meda. Please. So the three of you in front. Yes, please. Yes, please, go. Meda. Juste devant le tapis. Ne cassez pas nos lasers. Voilà, and Tom, for the nice picture. Wonderful. Et maintenant, vous pouvez rester sur scène et nous accueillons tous les participants et participantes. Est-ce que vous avez remis les attestations, Marilyn? Non, on va le faire maintenant. Merci à tous les participants et doctorants, doctorantes de venir ici, so that you can have your attestation from Professor Marilyn Anderson, please. So it's
a great honor for me to be able to congratulate each and every one of you, because each and every one of you, even though there were only a few prizes given, I think you all deserve an amazing applause. The discussion was difficult. It was not easy to find those three. And so really a big round of applause for everyone. Merci. So, as I only have 2 hands, I will ask you to pick whatever is on the top of the pile when your name comes up. So, for your participation, congratulations to Sven Najem Meyer. Where are you? Ah. To Cassandra Contré. To Rebecca Smith. Yes, just here. Tom Nellis. Noémie Janin. I'm systematically on the wrong side. Anna Rico. Jade Maycock. Congratulations. Vinitra Swami. Zara Aya. Anya Tiede. Meda Rahman, another diploma. Manuel Leparco. And you took 2, oh, sorry. Peng Bozu and Ray Cohen. Congratulations. Je vais le poser. Congratulations. Bravo, merci. Et je vous laisse rejoindre votre place. On va laisser le mot de la fin tout de même au professeur Édouard Bugnon. Venez donc devant. Alors, je vais être aussi bref que le jury a été long, mais j'aimerais remercier très profondément, chaleureusement, Madame Anne-Laure Ganac pour l'animation, c'était exceptionnel. Le jury pour sa sagesse, les candidats pour le travail, la préparation, et qui ont tous fait un travail, toutes et toutes fait un travail exceptionnel, le service des promotions de la science pour l'accompagnement et la préparation, l'école doctorale qui soutient également cette activité, nos sponsors, et puis surtout aussi le public d'être venu. Alors il y a 2 profs qui ont été cités, il y en a peut-être d'autres, j'ai pas mes lunettes, mais le public qui est venu soutenir leurs potes, ça fait aussi plaisir à voir. Bonne soirée. Merci. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 25 mai pour la finale suisse à laquelle participeront ces 3 magnifiques gagnantes et gagnants de ce soir. Et puis l'année prochaine pour la 10e édition de cette finale EPFL de ma thèse en 180 secondes. Bravo et merci à vous.